Nous irons ce soir en Libye évoquer la trêve annoncée par le maréchal Haftar mais rejetée par Tripoli. On parlera ensuite de la Côte d'Ivoire pour évoquer cet accord politique entre le FPI et le PDCI. Le Mali, des exécutions extrajudiciaires ont été perpétrées par les armées maliennes et nigériennes. Et puis le Togo qui bénéficie d'une aide de la Banque mondiale de près de 5 milliards pour faire face au Covid-19. Et pour évoquer ces sujets, avec moi sur le plateau, Eric Johnson, directeur de publication de l'Union. Bonsoir Eric Johnson. Bonsoir Samuel, bonsoir chers amis téléspectateurs de New World TV. Bonsoir David. David Jabavi, togosite.com. Bonsoir David. Bonsoir Samuel, bonsoir Eric et bonsoir aux téléspectateurs. On l'aura quasiment oublié, Eric Johnson, c'est le 1er mai aujourd'hui, un 1er mai tout à fait particulier. Mais justement, parce que le coronavirus a voulu qu'on l'oublie. Et donc, c'est pas un oubli du tout. Et ça va de l'événement. Franchement, cette année, tout va dans le sens contraire des choses. Et ce 1er mai ne peut pas faire exception. Et je crois que tous les travailleurs du monde entier subissent le coronavirus de la même manière. Je pense qu'il n'y a pas de manifestation puisqu'il faut respecter les mesures de distanciation et les mesures barrières, comme on les appelle tous. Et voilà, donc c'est un peu particulier. Nous restons dans le confinement qui ne dit pas son vrai nom. Et voilà, on peut pas faire autrement. Hein. C'est quand même touchant. Pour une fois dans l'histoire du monde entier, le 1er mai ne sera fêté nulle part. Les travailleurs ne pourront pas faire de revendications. Et je crois que, la situation est là et puis on la vit de cette manière. David? Oui, c'est triste. Hein. C'est triste. Personne ne s'y attendait. On n'a pas vu venir le Covid-19. On pensait que ça allait passer rapidement, surtout en Afrique. Malheureusement, ça continue. La Pâque, elle est passée par là. Le 27 avril, c'est la première fois dans l'histoire de notre pays aussi que nous célébrons cette fête aussi modestement, sobre. Et aujourd'hui, le 1er mai, qui est une journée de réflexion, journée de revendication, journée de fête aussi pour les travailleurs dans le monde entier. Mais malheureusement, le Covid-19 est passé par là. Et cette année, le 1er mai, il est en berne, carrément non célébré, ni au Togo, encore moins dans le monde entier. Et c'est triste, mais ça appelle aussi à réfléchir sur ces genres de situations qui arrivent sans qu'on s'y attende, sans qu'on les voit venir. Cette année, c'était une année spéciale 2020, en tout cas. Dans l'histoire du Togo, dans l'histoire du monde entier, ça restera toujours dans les archives. En tout cas, c'est quand même une situation qui vient davantage, j'allais dire, enfoncer la situation déjà précaire de bon nombre de personnes. Situation précaire, oui. Sauf que là, tous les 1er mai, les travailleurs du monde présentent quand même le tableau et les gouvernants essaient dans la mesure de leur possibilité d'arranger un peu les choses. Mais cette fois-ci, c'est vrai que c'est encore plus dur parce que d'abord, il n'y a pas de travail, les gens ne vont pas au boulot comme cela se doit. Il y a des rotations dans l'administration, dans le secteur privé, c'est quasiment nul. On ne fait rien parce que une fois que les gens ne pourront pas faire de commandes, les gens ne pourront rien acheter, la situation est très critique. Et enfoncer également le monde du travail parce que les salaires, et c'est vrai que les gouvernants essaient de mettre à disposition des populations, enfin je peux appeler ça des aides, des appuis pour que les gens ne meurent pas de faim que de ce mal-là. Mais il faut voir que si on veut aller plus loin dans les réflexions, c'est que le travail est bloqué. Tout est bloqué et on ne sait pas jusqu'à quand. Parce qu'au fur et à mesure que nous évoluons,
tous les jours que Dieu fait, il y a encore des cas de contamination, ce qui ne laisse pas présager un bon avenir dans les mois, les années à venir, parce qu'il faut faire très attention. Il y a quand même des brebis galeuses, excusez-moi le terme, mais pour ceux-là qui ne veulent pas que ce mal-là finisse très vite. Peut-être que ça fait un fonds de commerce pour certains, il faut l'avouer, mais c'est très délicat. Le monde du travail est dans de vrais pétrins. Est-ce que c'est quand même l'occasion, parce que même si on n'a pas véritablement une fête, est-ce que c'est une raison pour que des réflexions ne continuent pas d'être menées sur la situation des travailleurs dans les entreprises? Non, le virus ne bloque pas les problèmes qu'il y a dans le secteur du travail au Togo. Et je pense que les intersyndicales se sont entendus pour introduire auprès du ministre de la fonction publique les doléances qui, s'il y avait eu la fête, les mêmes doléances auraient pu lui être présentées et introduites. Donc, les problèmes sont toujours les mêmes. La réalité, elle est toujours la même. Et cette réalité s'est corsée encore cette année avec la pandémie. Eric en parlait tout à l'heure. Il y a un blocage dans le secteur du travail un peu partout. Au Togo, il y a réaménagement de l'horaire des heures de travail. Il y a des restrictions qui sont imposées dans certains secteurs d'activité. Il y a un ralentissement également dans le secteur économique. Et donc, tout ça constitue des poids qui pèsent sur les épaules du gouvernement. Mais en face, il y a des fonctionnaires qui voient leur situation aller de mal en pis toutes les années. Et donc, cette année, ils introduiront forcément les problèmes auxquels ils font face au niveau de l'autorité en face pour qu'elle puisse véritablement réfléchir sur leur situation. Aujourd'hui, ça fait très mal que vous ayez des problèmes, mais que vous ne puissiez pas les extérioriser, les exprimer, parce que en face, il y a une pandémie qui ne vous autorise pas ou qui ne vous donne pas la possibilité de relayer ces problèmes. Et le gouvernement aussi a été très attentif, on l'a dit, avec cette aide, cette sorte de subvention qu'il a proposée aux Togolais pour les aider à tenir le coup. Néanmoins, il y a d'autres problèmes. Le secteur du travail aujourd'hui traverse beaucoup d'instabilité, et chaque année avec son lot de problèmes. Cette année, il y en aura encore forcément, et je pense que le ministre de la fonction publique prêtera une oreille attentive, surtout particulièrement pour cette année, avec cette pandémie qui a tout bloqué dans tous les secteurs. On parle beaucoup du public, mais il y a le privé qui est là, et on connaît la situation dans les privés, c'est pas gai. Justement, je l'avais évoqué tout à l'heure en disant que le secteur privé est le secteur le plus touché en termes de travail. Parce que, voyez-vous, qui commande quoi? Qui veut faire quoi avec le secteur privé? Alors, on parle d'une économie qui est en train de tomber. Les prévisions de la Banque mondiale, des institutions de Bretton Woods sont alarmantes. Ces prévisions-là, on est passé de Togo pour cette année, on parlait d'une progression de 5,1%. Aujourd'hui, la Banque mondiale est en train de tabler déjà sur une prévision d'1%, 1% même, voire une prévision négative. Alors, je crois que tout ça, puisque le secteur privé, surtout au Togo, où le secteur informel tient près de 40% l'économie nationale, voyez-vous, c'est un peu délicat. Je pense que c'est vrai, il faut mener déjà des réflexions sur l'après-Covid-19. Parce que si rien n'est fait au secteur privé, je pense que c'est toute l'économie nationale qui va en partir.
Bien, en tout cas, ce qu'on peut souhaiter, c'est bonne fête, hein, même si cette année, comme le disait... Il n'y a pas de fête. Il n'y a que le Covid qui fête, mais bon. Bonne réflexion quand même sur les conditions de travail des uns et des autres. Notre premier sujet, c'est la Libye. Je le disais, le gouvernement libyen d'union nationale basé à Tripoli a refusé jeudi la trêve décidée unilatéralement la veille par le maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est du pays, affirmant qu'il ne lui faisait pas confiance. Le 24 avril, l'ONU et l'Union européenne avaient appelé les deux camps rivaux en Libye à une trêve pour le mois du jeûne du Ramadan qui débutait le même jour. David Jagwavi, c'est assez curieux cette attitude du GNA, il faut le souligner. Généralement, lorsqu'ils avaient discuté par exemple à Berlin, à Sochi, il avait été proposé des trêves, c'est le GNA qui avait signé et c'est Haftar qui a refusé. Là, c'est Haftar qui propose et le GNA dit niet. Haftar n'a pas proposé la trêve unilatéralement, c'est ça le problème au niveau de la Libye et au niveau de la situation qui prévaut dans ce pays. Haftar se prend pour le président de la République en Libye, alors qu'en face, il y a un gouvernement autonome, il y a un gouvernement qui est reconnu par la communauté internationale, qui a été mis en place par le peuple, par la population libyenne. Haftar est un mercenaire qui a pris les armes contre ce gouvernement-là. Alors, il n'a pas à décider d'une trêve unilatérale sans proposer la trêve au gouvernement en face, puisque c'est les deux entités qui sont en guerre. C'est Haftar qui cherche à récupérer le pouvoir en Libye. Il y a un pouvoir, il y a un gouvernement reconnu par tout le monde qui est là. Alors, si vous rentrez en guerre avec un gouvernement et que vous venez proposer une trêve, vous ne dirigez pas le pays. Vous dirigez une portion du territoire libyen. Et donc, vous n'avez pas... Quand même, la plus grande. Oui, mais aujourd'hui, Haftar a perdu beaucoup de terrain. Il a perdu beaucoup de civils. Et donc, aujourd'hui, Haftar n'a pas à proposer cela. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, vous parlez tout à l'heure de la conférence de Sochi et de Berlin, etc. On a vu ce qui s'est passé. Ce n'est pas le gouvernement libyen qui a refusé d'aller en discussion avec la rébellion. C'est Haftar. Il était même arrivé à Berlin. Je prends le cas de Berlin précisément. Il était arrivé, mais il a refusé de parler au gouvernement libyen en place. Alors, mais c'est quoi ces genres de comportements où vous vous estimez supérieur à un gouvernement qui a été mis en place par le peuple libyen reconnu par la communauté internationale? Vous prenez les armes contre ce gouvernement et vous venez imposer vos desiderata. Le troisième point, le maréchal Haftar, c'est quelqu'un avec qui il faut savoir jouer. Un coup, il donne une version, un coup, il donne sa parole, un coup, il ne respecte pas sa parole. Et donc, on a l'impression que Haftar a envie de faire ce qu'il a envie de faire de la Libye, oubliant qu'en face, il y a un soutien militaire, économique, il y a un soutien financier, il y a un peuple qui est là en face, il y a un gouvernement aussi qui a été mis en place, et ce gouvernement détient aujourd'hui l'autorité qui lui est due parce qu'il représente l'entité de la population, la plus grande entité de la population libyenne aujourd'hui. Et donc, cette trêve, elle est la bienvenue. Malheureusement, le GNA dit, je n'en veux pas parce que nous n'avons pas confiance en vous. Ouais. Vous tenez des propos et à la suite, vous revenez sur vos propos. On ne sait pas si cette trêve que vous proposez sera mise en application. C'est quand même curieux que Haftar propose la trêve. C'est quoi? Il est en position de faiblesse aujourd'hui? Oui, il faut recadrer un peu la situation libyenne dans tout ce sens. Vous savez, le général Haftar, il est en position de faiblesse aujourd'hui parce que déjà, depuis quelques semaines, il est en train de perdre du terrain. Ouais. Il a déjà perdu 2 grandes villes et néanmoins, il continue la guerre. Mais en décidant d'accepter la trêve proposée par l'Union européenne le 24 avril passé, Haftar est dans une posture de reculer pour mieux sauter. Alors, le gouvernement d'Union nationale, le GNA, a compris tout de suite l'attitude de ce général. Et je disais qu'au fait, il faut mieux comprendre la situation. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que Haftar n'est pas en guerre contre le gouvernement d'Union nationale,
pour le pouvoir pour le pouvoir. En réalité, c'est quelqu'un qui voulait une reconnaissance de sa position de chef, du commandant en chef de l'armée. C'est ce qu'il revendique. Mais de l'autre côté, le gouvernement d'union nationale de Sarraj ne veut pas, mais lui aussi ne veut pas accepter cette position du général Haftar. C'est sous la menace des milices en place, de fortes milices qui défendent désormais le territoire libyen à partir de Tripoli. Donc Haftar, il a accepté cette trêve-là, mais justement, l'autre côté, on n'accepte pas par méfiance. Il y a une crise de confiance qui est née dans ce pays depuis le décès l'assassinat du colonel Kadhafi. C'est une bonne chose quand on demande d'aller en trêve, mais après la trêve, il y aura quoi? Est-ce qu'il y a une discussion qui est proposée? Est-ce qu'il y a un dialogue interlibyen qui est proposé? Mais qu'est-ce qui va se passer après? On fait la trêve pendant le mois de Ramadan et on revient avec les armes. C'est quand même curieux qu'en Afrique, nous ne fabriquons pas d'armes, mais nous manions plus les armes que ceux qui les fabriquent. Il faut voir, ce qui se passe en Libye doit servir de leçon à nous autres Africains pour que nous puissions comprendre que nous sommes responsables de la vie de nos concitoyens. Nous ne devons pas, pour des raisons singulières, personnelles, engager une guerre qui va tuer beaucoup de citoyens parce qu'on veut avoir une portion de territoire à diriger, etc. Comme le disait David tout à l'heure, Haftar, on ne peut pas le comprendre. Il n'est pas forcément quelqu'un qui veut diriger un pays dans toute son entité, mais il veut mettre de la force. Il veut prendre ce pays-là en otage parce que lui, il est de l'armée, l'autre, il est civil, un architecte de formation. Mais voilà des situations qu'il faut forcément déplorer. Maintenant, l'Union européenne propose une trêve pour le mois de Ramadan, mais il faut qu'il y ait d'autres propositions à la suite de cette trêve-là. C'est ce qui est important aujourd'hui à proposer au peuple libyen pour qu'il y ait la paix dans ce pays. On va partir pour la première pause tout de suite et nous revenons dans une minute continuer.